Jean-Pierre Cornu, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur général adjoint de SIA Partners, vous êtes ancien DSI de Renault et vous allez nous éclairer sur les grandes tendances de la mondialisation au travers d'un secteur que vous connaissez donc bien puisqu'il s'agit de l'automobile. Alors d'abord, première question, où en est le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui caractérise cette période post-crise 2008? Bien, comme vous le soulignez, le marché a eu très peur. A eu très peur parce qu'en 2008, il s'est véritablement effondré avec une cascade de quasi-faillites qui ont conduit les États à intervenir massivement pour aider les entreprises, notamment aux États-Unis, pourtant le pays de la libre entreprise. On n'a pas laissé mourir les constructeurs automobiles. Sont-ils comme les banques, too big to fail? C'est une vraie question. Aujourd'hui, depuis 2011, le marché repart. Les chiffres de 2015 sont bons, plus 3% de croissance mondiale. On frôle les 90 millions de véhicules produits dans le monde, entre les véhicules légers et les véhicules utilitaires légers, et on est reparti dans une croissance. Mais cette croissance ne ressemble en rien à celle qu'on a connue après la crise de 1974. Le marché mondial a profondément changé. On est à peu près 1,3 milliard de parcs installés dans le monde, avec d'une part des pays qui sont aujourd'hui saturés, l'Europe et le Japon, un pays qui a gardé un goût immodéré pour l'automobile, qui est les États-Unis, qui repart avec 12 millions de véhicules l'année dernière, et un nouveau venu qui est en train de faire exploser les compteurs. C'est la Chine. Alors justement, on ne peut plus vraiment parler de marché mondial de l'automobile. Il vaut mieux privilégier une approche multidomestique en quelque sorte. Oui, alors on est dans un marché très particulier où il y a des acteurs mondiaux que tout le monde connaît, les Allemands, Ford, GM, PSA, Renault, les grands Japonais. Et on est dans un marché qui, en Chine, est aujourd'hui caractérisé par une mixité entre, pour à peu près la moitié du marché maintenant, des constructeurs japonais que personne ne connaît, SAIC, BYD, Aval, toutes ces boîtes que personne ne connaît, et qui sont des entreprises chinoises proprement dit, et des entreprises mixtes pour 50%, où les grands acteurs comme Volkswagen et GM sont très présents, puisque pour ces deux constructeurs, c'est leur première base industrielle mondiale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aujourd'hui des grands acteurs qui sont à peu près présents partout, donc les Japonais, les Américains, les Européens, avec quand même les Européens haut de gamme, premium, les Allemands, qui ont réussi un coup de poker extraordinaire, puisqu'ils sont le haut de gamme mondial, partout, dans tous les pays, c'est la référence, et ils continuent à fabriquer en Allemagne massivement. Et vous avez un mid-market qui est composé de généralistes, qui aujourd'hui souffrent parce qu'ils sont confrontés à un manque de rentabilité par rapport à leur mode de fonctionnement habituel. Il faut sortir des nouveaux produits. Vous voyez, PSA a annoncé un bouquet de nouveaux modèles. Tout ça coûte cher, nécessite de l'investissement, sans nécessairement que le marché soit toujours très sensible. Mais pour le moment, les constructeurs chinois exportent très très peu. Moins de 3% de leur production. Et leur production, c'est 24 millions de véhicules. Donc on est dans un cas unique dans l'histoire récente de l'industrie automobile. Vous vous souvenez que dans les années 60-70, les Japonais, les Coréens ont énormément exporté et ont d'ailleurs déstabilisé le marché américain contre les Big Three. Et cette situation pourrait se répéter dans les prochaines années? Aujourd'hui, vous avez des Chinois qui construisent leur industrie automobile. Les marques chinoises, c'est maintenant la moitié du marché chinois, et que personne ne connaît. Alors, il y a un petit flux dans quelques pays émergents. Pour moi, le problème numéro un tient dans deux chiffres. Le premier, c'est qu'il va y avoir à peu près 250 usines automobiles installées en Chine en 2020 pour une capacité cumulée de 40 millions de véhicules, avec un marché intérieur qui ralentit. On est à 24 millions. On pense qu'on va monter à 28, 30, mais donc on a une surcapacité installée. Qu'est-ce que vont faire les Chinois? Pour moi, il y a un scénario qui est très clair et qui est parfaitement dans la ligne du parti, si je peux dire, puisque la pensée économique maintenant du gouvernement est très claire pour les années à venir. Reprendre main sur le marché intérieur.
C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai partout ailleurs. Développer la consommation intérieure et le faire avec des marques chinoises. Et pour les constructeurs non chinois, c'est une situation qui est périlleuse. C'est une situation périlleuse. Les gens qui font de la voiture standard qui va se mélanger avec le marché chinois vont voir mécaniquement leur part de marché réduire au fur et à mesure de l'avancement des constructeurs chinois. Les gens du premium, notamment les Allemands, sont relativement préservés, sauf que la Chine s'est lancée dans une grande bataille anti-dépenses ostentatoires et anti-corruption, qui fait qu'il est plutôt mal vu aujourd'hui de se balader dans une Ferrari ou dans une voiture de haut luxe allemand, et qu'on peut penser que ce marché va pas disparaître, mais en tout cas se contracter. Donc pour les Allemands, il y a un vrai problème, c'est que dans le premium, ils risquent d'arriver à saturation de leur capacité. Or, c'est fabriqué en Allemagne, donc avec un impact sur l'emploi et l'activité économique en Europe. Et pour les marques plus généralistes, comme Volkswagen, une concurrence frontale avec les constructeurs chinois, sans compter tous les autres, puisque tout le monde est là-bas. Mais pour les constructeurs non chinois, quelle est la piste de sortie, en quelque sorte? Est-ce qu'il faut qu'ils misent sur la réponse à des nouveaux besoins, aux exigences de mobilité? Est-ce qu'on pourrait dire que leur issue, c'est de devenir des sous-traitants de Google qui va lancer sa Google Car? Je pense qu'effectivement, la mobilité, c'est le thème à la mode. On l'avait vu au CES, tout le monde maintenant dit « je fabrique plus de voitures, je suis un opérateur de mobilité ». Je fais des solutions de mobilité. Bon, il est clair quand même que les constructeurs automobiles sont d'abord des industriels. Ils veulent faire tourner leurs usines, sont des motoristes, ils ont la capacité à construire des objets. Se transformer en opérateur de service, ce n'est pas évident. C'est pour ça que les Google, Apple arrivent avec des solutions intéressantes qui resteront marginales. Moi, je pense que dans les 10 ans qui viennent, le marché mondial va arriver à une forme d'asymptote où on va voir émerger des constructeurs chinois qui vont avoir envie de se tester sur les marchés émergents, notamment l'Afrique et l'Asie. Et ça, c'est clair, où là, ils vont faire de la concurrence aux constructeurs européens et japonais. On va voir progressivement, parce que c'est très lent, apparaître vraiment à grande échelle de solutions électriques et hybrides, alors qu'elles ne restent, même en Chine, que très minoritaires. Et on peut penser qu'on va avoir 10%, 15% de part de marché de véhicules hybrides et électriques. Et à cet égard, d'ailleurs, il y a un marché qui est très intéressant, qui est le marché japonais, qui, à mes yeux, est la cible de ce vers quoi on va tendre. Un marché partagé pour moitié entre les hybrides et les électriques, et pour moitié dans les petites voitures de moins de 3,60 m. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Cornu pour cette analyse de ce marché complexe, cette industrie automobile. Merci beaucoup. Merci.